Nouvelle Sécure, épisode spécial. Je suis accompagné de Charles. Comment vas-tu? Ça va. L'hiver arrive, donc moins de soleil, mais bon, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Ça fait partie de la vie. En tout cas, t'as l'air plus en forme que la dernière fois. Là. Ouais, je suis un peu moins malade. Exact. C'est qui est une bonne chose. Cette fois-ci, on va aborder le Red Team versus l'EDR, qui est un sujet, en tout cas, à mon sens, très intéressant, puisque à bien des égards, on vante le EDR comme étant la solution magique qui nous protège contre tout. C'est un fond de vérité, mais en même temps, cette confiance aveugle nous amène à ne pas tenir en compte un certain nombre de choses. Dans les dernières semaines, il y a eu effectivement des façons de faire pour désactiver l'EDR, pour le contourner. Et je vais te laisser commencer à présenter qu'est-ce que c'est, puis dans le fond, un peu ton expérience terrain de comment toi, tu fais de l'évasion d'EDR. Parfait. Ben déjà, première chose, il y a une distinction à faire avec tous les produits. Là, on parle de EDR, XDR, NDR, whatever letter DR. Il y a une nuance à faire dans le sens où l'EDR typique qu'on connaît n'a pas nécessairement de télémétrie niveau réseau ou va pas faire d'enrichissement avec tous tes autres systèmes en place. Ça, c'est une distinction qui est bien importante parce que souvent, on a des clients qui vont dire ben là, il y a quelqu'un à qui j'ai parlé, il y a une solution qui est capable de faire de la corrélation avec le réseau, tout ça. Ben, des fois, c'est ça, c'est juste le NDR qui est intégré avec plein d'autres produits à l'interne qui fait qu'il y a beaucoup plus de visibilité. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, je pense que si on regarde d'un point de vue professionnel, là, l'évasion de DR, c'est un chemin en soi autant que se peaufiner dans le test d'application web que l'interne, l'externe, Active Directory. Je pense que c'est aussi une traque en soi parce que l'évasion des DR, c'est facile sans l'être en même temps. Je pense qu'il y a souvent une mauvaise compréhension autant du côté attaquant que défendeur de comment un EDR peut être utilisé. Déjà, si on regarde le nom, c'est Endpoint Detection and Response. Fait que techniquement, c'est fait pour faire de la détection et de la réponse. Donc, c'est aussi un outil qui se veut fonctionnel pour les équipes bleues, dans le sens où si je pense à plusieurs de ces produits-là, tu peux répondre avec l'isolation. Donc, tu peux isoler un poste qui aurait des alertes. Tu peux aussi avoir des fonctionnalités qui te permettent d'interagir avec le système qui est potentiellement compromis, affecté ou peu importe. Donc, c'est sûr qu'il y a cette capacité-là aussi. Ça serait mentir de dire qu'il n'y a pas eu des cas où ça a été aussi utilisé à mauvais escient, dans le sens que c'est capable de t'obtenir des accès à travers la console d'EDR. Pourquoi pas? Donc, ça peut être quelque chose d'intéressant. Puis souvent, la plupart des EDR modernes vont avoir une console web décentralisée que tu peux aller te connecter. Après ça, tu peux avoir accès à tout le parc informatique à travers l'EDR. C'est un peu le crime parfait. Je t'avouerais que d'un point de vue groupe criminalisé, c'est pas quelque chose que j'ai vu souvent, mais ça s'est fait dans des contextes de Red Team. Mais on a déjà eu ce discours-là dans le temps. Je maintiens que la plupart du temps, les Red Teams sont beaucoup plus sophistiqués en fait que les attaquants, simplement parce qu'on a un besoin justement, celui de faire de l'évasion de DR. Si on regarde un peu les EDR, il y a plusieurs façons d'aller chercher l'information. Je n'irai pas dans tous les détails parce que c'est une présentation en soi de plusieurs heures. Là. Mais une des premières choses qu'on a tendance aussi à peut-être sous- ou surévaluer, dépendamment du point de vue, c'est l'aspect antivirus un peu des EDR. Donc, tout ce qui est l'analyse statique, le fait que tu vas déposer un binaire sur un système qui va se faire détecter avant même l'exécution. Ça, en fait, c'est plus l'aspect antivirus de la solution. Tu vas avoir l'aspect real-time. Donc, à l'exécution, il va y avoir plusieurs façons de faire de la détection. C'est là souvent que la vraie évasion va avoir lieu. On regarde par exemple un truc qui est de moins en moins populaire qui était le user mode hooking, c'est-à-dire de faire des hooks dans tout ce qui est user mode. Puis pour information, user mode versus kernel mode. User mode, c'est tout ce qu'on fait en tant qu'utilisateur. Kernel, c'est tout ce qui roule dans le noyau de Microsoft. Généralement, on assume que ce qui est user mode est potentiellement modifiable par un utilisateur. Puis on entend là aussi utilisateur avec des privilèges élevés, par exemple administrateur. Tout ce qui est dans le kernel, on considère ça moins accessible à cause des protections en place. Puis ce que tu faisais référence, justement, c'est devenu super populaire récemment, quoique ça existe depuis des centaines de millions d'années, là, d'aller tuer l'EDR dans le kernel. Ben, la nuance, c'est qu'il faut réussir à avoir un accès kernel pour être capable de faire ça, ce qui est généralement plus difficile. Donc, les user mode hooking, évidemment, j'avais moi-même publié des techniques, et ça doit faire 8-9 de ça, là, je sais plus, il y a un GitHub avec ça pour justement aller patcher les hooks. Donc, ce qu'on faisait, c'est qu'on enlevait les hooks dans le user mode directement. Ce qui était quand même assez intéressant. On perdait cette visibilité. Donc, ça, c'est une façon. Il y a évidemment des callbacks dans le kernel. Ceux-là, un petit peu plus difficiles à enlever parce que ces callbacks-là sont évidemment dans le kernel.
l'idée avec ces callbacks-là, c'est que c'est Microsoft qui donne ces fonctionnalités-là. Donc, il y a plusieurs événements systèmes qui peuvent avoir des callbacks par défaut. Les EDR sont capables d'aller rajouter leur propre callback. Évidemment, le danger de rouler dans le kernel, c'est que si on fait une petite erreur ou, comme j'ai dit la dernière fois, une petite surprise chocolatée dans notre code, on va arriver avec un problème où il y a des chances que tu crashes l'OS. On se rappellera de ce qui est arrivé avec CrowdStrike il y a quelques mois, années, là, j'ai un peu perdu le fil, mais c'est ça, c'est qu'il y a eu une erreur dans le code, peu importe c'est quoi. Quand ton code dans le kernel va pas bien, ben tu finis avec un blue screen, puis ça, tu veux pas ça quand tu es déployé dans des centaines de millions de systèmes. Par contre, l'avantage d'un point de vue de détection et d'attaquant, c'est que tu es protégé par les mesures de prévention que le kernel offre. Donc, évidemment, c'est plus safe. Même genre de télémétrie que tu vas avoir avec des user mode hooking, sauf que tu les as directement dans le kernel. Donc, tout ce qui est manipulation magique faite par un attaquant au niveau du user mode, en fait, ça n'aura aucun impact parce que le kernel va recevoir l'information déoffusquée parce qu'elle va passer par le syscall direct, qui est l'espèce de gate entre le user mode et le kernel. Encore là, je ne vais pas dans le détail des syscalls, mais c'est la switch magique qui fait viens exécuter dans le kernel, prendre des décisions. Ça, c'est une autre technique. Il y a aussi ETW, qui est Event Tracing for Windows, qui est un autre outil qui est caché partout dans le code de Windows. Caché, j'entends là que c'est pas quelque chose qu'ils veulent pas dire, c'est simplement qu'il y a des petits bouts de code partout qui sont capables de prendre de la télémétrie avec cette fonctionnalité-là. Elle existe dans le kernel et dans le user mode. Donc, évidemment, user mode, un peu comme les hooks, ça s'enlève, forcément, parce que les utilisateurs ont full accès au code qui roule. Parce qu'on comprendra qu'à chaque fois que vous partez un exécutable, vous avez des DLL qui sont chargés dans ce processus-là, autant de Windows, vos propres DLL au besoin. Évidemment, vous avez accès à la propre mémoire de votre process. Donc, si le seul monitoring est fait dans ton propre process, évidemment, c'est sûr que tu peux décider un peu de modifier comment ça fonctionne. Donc ça, évidemment, c'est aussi une technique qui est fort intéressante. Après ça, tu as tout ce qui est la corrélation. Donc, par exemple, des événements qui vont être associés à des attaques. Donc, un processus, par exemple, qui va faire une connexion sur Internet, qui va aussi faire une connexion à l'interne sur un protocole, genre SMB, RPC, sur un autre système aussi. Ça, c'est vraiment plus l'espèce d'intelligence d'affaires qui va être mis, le thread intel qui est ajouté dans le produit. Donc, ils vont être capables de faire des corrélations. Je t'avouerais que le code de ces EDR est assez opaque dans le sens où ils ne partagent pas nécessairement leurs règles, mais par expérience, il y a énormément de cas où je crois qu'il y a une espèce de three strike concept, là, dans le sens qu'un process a fait un truc un petit peu suspicieux, mais c'est pas assez. Après ça, une deuxième fois, c'est encore pire. Puis le troisième strike, là, on décide qu'il est malicieux. Parce que si on regarde la plupart des EDR sur le marché, vous avez les events, vous allez voir qu'il y a des trucs qui sont complètement aberrants d'un point de vue de détection, qui vont être juste des events et non des alertes. Mais éventuellement, s'il y en a trop, ça va devenir un incident qui est converti en alerte. Puis tout ce qui n'était pas nécessairement critique maintenant devient un événement qu'il faudra analyser. Donc, il y a plus que ça, mais je pense que de comprendre ça dans l'attaque des EDR, c'est déjà un bon début parce que ça va nous permettre de cibler chacun de ces processus-là. Après, dernière petite chose, pour parler de tuer l'EDR, Microsoft, encore là, aide les logiciels à être le plus secure possible. Un des trucs qu'ils ont fait, c'est implémenter les PPL, qui sont les Protected Process Lite. En fait, c'est que tu peux forcer un processus à avoir un niveau de protection supérieur que même un utilisateur qui roulerait système dans un contexte attaquant ne sera pas capable d'aller tuer ce processus-là parce qu'il va avoir cette validation-là. Donc ça, c'est aussi une autre mesure qui est un peu plus compliquée. Par contre, si on est dans le kernel, tu auras compris que forcément, c'est plus nécessairement quelque chose qui va avoir de la valeur parce qu'on est capable d'aller modifier ça. Donc, je pense que ça, c'est la petite introduction de mon point de vue sur comment les EDR fonctionnent à très haut niveau. J'essaie de te faire ça en 10 minutes sans respirer, donc c'est sûr que c'est peut-être un peu rapide et un peu raide, mais... J'espère que tu n'as pas manqué d'air au passage. Ça va pour le moment. Mais ouais, donc si on regarde ça un peu d'un point de vue attaque, c'est là que ça devient intéressant.
Il y a plusieurs choses qui peuvent être faites. Déjà, l'aspect statique, donc la détection. Est-ce que cet exécutable est connu? Je pense à des fameux Mimikatz de ce monde, des trucs comme ça. Vous aurez compris que la seconde que c'est mis sur le disque, c'est fini. Il y a tellement de concepts dans Windows qui sont intéressants, autant pour les attaquants que les défendeurs. Il y en a un d'ailleurs, puis vous m'excuserez d'avance, j'oublie toujours le nom, mais je trouve cette technique-là fascinante, quoique peu utile maintenant. Mais Microsoft a une fonctionnalité que quand tu exécutes un binaire, tu peux forcer seulement les DLL de Windows à être loadés. Ça a un nom, là, c'est Jean-Paul ici, Mitigate, DLL Loading, Sign Only, là, un truc pas possible d'1 kilomètre. Là. Cette politique-là permet de juste forcer les DLL de Windows à loader. Il y a bien longtemps de cela, ce que les malwares faisaient, ils se démarraient avec cette politique d'exécution-là en place. Donc, les EDR n'étaient pas capables de loader leur DLL qui venait faire le user mode hooking parce qu'ils n'étaient pas signés par Microsoft, ce qui est toujours évidemment fort intéressant. Se sont adaptés. Maintenant, les DLL sont signés par les EDR et Microsoft. Donc, évidemment, ils sont toujours capables de loader. Le problème, des fois, puis là, je lance ça comme ça dans l'univers, il y a certaines compagnies qui vont à travers plusieurs acquisitions et il y a certaines acquisitions qui décident d'arrêter de signer leur DLL avec Microsoft aussi pour des raisons financières ou simplement des oublis ou ne voient pas la nécessité ou ne comprennent pas ça. Et il y a un EDR qui souffre de ça depuis l'acquisition par Broadcom. Donc, cet EDR-là, en fait, maintenant, a plus aucune valeur de détection parce que je pense à des frameworks comme Cobalt Strike, la fonctionnalité est built-in où tu peux démarrer ton processus avec ce flag-là. Donc, en fait, la DLL est signée, je ne sais plus par qui, là, j'ai un peu perdu le fil avec toute la question de Broadcom, mais signée par Broadcom et non par Microsoft. Donc, leur injection de leur propre DLL ne sera pas possible dans ton process malicieux. C'est quand même ironique quand ils pensent que cette fonctionnalité-là a été designée pour empêcher le malware de s'injecter dans un processus, mais qu'on l'utilise pour empêcher l'EDR de s'injecter dans un process malicieux. Moi, ça me fait quand même toujours bien sourire. Comme quoi, dans la vie, on va toujours misuse tout ce qui a été inventé. Ah, ça, c'est sûr, ça. Puis, il faut pas sous-estimer l'imagination des attaquants parce qu'ils vont aller très loin, ils peuvent faire de tout. Puis, justement, ce qui paraît anodin ou ce qui paraît positif, on a toujours le cas de conséquences inattendues. Puis, c'est très comique. En même temps, c'est partout dans le système d'exploitation notamment. Et justement, cette protection-là, mais finalement, elle dessert. En même temps, c'est un peu bizarre que cette compagnie-là, en tout cas, cette compagnie-là fait des choix qui sont globalement étranges et sans On est d'accord. Je pense que ça, il y a un pouls dans l'industrie assez anonyme sur le fait que cette acquisition-là n'a pas nécessairement fait du bien à leurs produits. Mais encore là, le problème avec ça, c'est est-ce que les attaquants traditionnels sont au courant de cette technique-là ou de ce problème-là avec ce produit-là? Peut-être, peut-être pas, mais encore là, j'imagine qu'il y a aussi toujours une question d'argent que c'est pas assez un problème pour qu'on le fixe. Puis il y a un peu aussi ce jeu de chat et à la souris avec les EDR. Il y a des techniques qui sont au courant depuis longtemps, qui sont pas assez bruyantes pour que les attaquants standards les utilisent. Puis je pense que faut pas oublier à la fin de la journée que ces compagnies-là, c'est des compagnies qui sont en bourse pour la plupart. Tout est une question de revenus, de gross margin, de growth, puis tous les mots-clés du secteur financier. Donc je pense qu'il y a certains features de sécurité qui gardent prête à être déployée au moment opportun d'un point de vue financier plus que d'un point de vue protection des utilisateurs. Puis ça aussi, je pense que ça peut avoir un certain impact. Mais encore là, comme je dis, c'est le genre de technique que les Red Teamers utilisent depuis des années, que les attaquants commencent à découvrir. Donc, eux sont déjà prêts, ils ont leur code, puis quand ça va être le temps, on va le déployer. Donc, ça aussi, ça peut peut-être un peu jouer dans cette détection-là. Mais ça reste une business aussi, la détection, puis il faut pas perdre ça de vue, là. Oui, puis l'ensemble du secteur de la cyber en termes de produits, c'est une business. Ils sont pas des dieux nécessairement dans tout et dans tout ce qui est ça. Puis ils ont des ressources définies. Tu parlais justement du marché financier, qui est un driver très important pour les compagnies de cyber et ils vont mettre leur énergie où c'est le plus payant, point de vue marketing, visibilité, puis la capacité de croissance. Sinon, mais ils font juste pas le faire là, dans ce moment-ci ou tant qu'il n'y a pas d'urgence de marché de faire avancer ça. Là.
Définitivement, puis j'ai toujours trouvé ça curieux. Il y a énormément de compagnies de détection qui vont un peu romancer les groupes d'attaquants. Si vous êtes allé dans certaines conférences, là, parce que je ne vais pas les nommer parce que c'est pas ça le but, là, mais de voir dans des conférences des booths de EDR vendors avec des figurines de 20 pieds de haut qui représentent les groupes d'attaquants avec il y a plein de noms, là, mettons, je m'en rappelle plus, mais tu as des trucs beaucoup avec des animaux, des trucs comme ça, puis c'est presque si on les rendait comme des super-héros, ces groupes d'attaquants-là. Je comprends d'un point de vue marketing, mais en même temps, je me dis, la personne qui cherche un peu dans la vie puis qui a peut-être une envie du crime, ça peut peut-être un peu valoriser ce crime-là. Regarde, tu sais, t'es tellement important à travers le crime qu'on fait des statues de 20 pieds pour ton groupe, là. C'est un peu particulier cet élément-là. Encore de nos jours, de mettre cette espèce d'aura autour des attaquants. Là, puis on en parlait énormément à une certaine époque. On pensait s'en les débarrasser de cette façon-là, de mettre de l'emphase sur eux, puis justement les encourager à exister. Et on revient parce que le marketing s'est mêlé de la situation, puis on est dans le problème. L'autre aspect que tu mentionnes, que je trouve très, très drôle, puis en même temps, moi, je découvre des nouvelles attaques, mais comme un vieux routier comme toi, ces attaques-là sont vieilles comme le monde et ne sont pas encore couvertes par les EDR, puis comme tu mentionnes, ben, les incitatifs sont pas là, parce que c'est pas ça qui est actif sur le marché présentement. Puis là, à un moment donné, quelqu'un redécouvre une vieille façon de faire qui fonctionne encore, puis comment... Ah bon, ouais, puis c'est fascinant parce que c'est drôle, il y a eu un incident il y a peut-être 1 an ou 2, là, il y a quelqu'un sur Twitter qui m'a tagué dans un truc. Il y avait une nouvelle backdoor qui venait d'être publiée par une compagnie de sécurité quelconque, Novelty Backdoor, blablabla. Bla, bla. C'est un truc en PowerShell, déjà, c'était 2024 probablement. Là. Une nouvelle backdoor en PowerShell, c'est un petit peu pas très à jour selon moi 2024. Puis la personne m'avait tagué en fait parce que c'était le code que j'avais archivé il y a 8 ans sur GitHub. C'était basé sur ce projet-là qui s'appelait Thundershell, qui était un petit C2 que j'avais fait en PowerShell, puis il avait repris ce code-là, puis il avait rebâti à travers ça, mais le pattern, il n'y avait pas place à l'interprétation que c'était ça. Puis du point de vue de ces entreprises-là, c'était jamais vu par un threat actor, mais ce code-là existait, il a servi dans des exercices de Red Team à travers les années, mais eux, ça n'était jamais arrivé dans leur pad, donc c'était quelque chose de nouveau de leur point de vue, là. Fait il y a aussi une question de perception là-dedans, je pense, de ce qui est nouveau versus ce qui ne l'est pas, parce qu'ils sont simplement pas exposés, parce qu'il n'y a pas le volume de... quand je travaillais chez Mandiant, il y avait un terme, il appelait ça du commodity malware, là, donc du malware pas ciblé ou des groupes qui vont pour le volume un peu. Là. Donc, tant que c'est pas dans le community malware, j'ai l'impression qu'ils perdent un peu moins de temps à essayer de le détecter parce qu'ils savent que ça va être très niche et que ça amènera pas beaucoup de valeur ajoutée aux clients parce qu'ils se feront à peu près jamais ciblés par ce genre d'attaque-là. Oui, puis c'est très particulier. En tout cas, bref. Puis justement, ça reste sur le fait c'est une business, ils sont pas là pour vous protéger, ils sont là pour vendre. Et le fait, ça, c'est exactement cet exemple-là. Donc, c'est pas un produit parfait, c'est un produit qui sert à attirer des clients. Exact. Essentiellement. Exact. Puis à la fin de la journée, d'un point de vue business, c'est une business comme un autre. Là. Après, est-ce que ça sauve le monde? Oui et non. Là. C'est sûr que ça ne peut pas nuire aux gens d'avoir ce genre d'outils-là. Après ça, ça revient un peu à ce que je disais au début, c'est de savoir où regarder puis d'être capable d'enrichir ça. D'avoir un EDR, c'est une chose, mais d'avoir un SIM, une équipe pour regarder ton EDR, faire du threat hunting à l'interne. Personnellement, je crois beaucoup en les ressources qui font la recherche à l'interne, garder l'intelligence d'affaires à l'interne, arrêter de juste acheter un produit, assumer que le produit connaît tout, parce que le jour que pour une raison administrative, on change de produit, on perd toute l'intelligence qui vient avec. Ça ne veut pas dire que le prochain va être meilleur, pire, on ne le sait pas. Donc, d'avoir cette connaissance-là à l'interne dans l'entreprise, je pense que sur le long terme aussi, ça coûte probablement moins cher. C'est peut-être moins intéressant pour le management d'avoir plus d'employés à gérer qu'un produit qui s'auto-gère, mais par expérience, les entreprises qui avaient des équipes matures à l'interne avaient une capacité de détection qui était 10 fois mieux que ceux qui espéraient juste que les outils voient tout. Fait qu'encore là, puis je pense à des solutions comme Sysmon qui sont gratuites. C'est sûr que ça vient qu'une étoile parce que Sysmon, c'est gratuit, mais le maintenir, le configurer, puis faire l'indexation de toutes ces données-là, ça, c'est pas gratuit. Mais je pense que c'est une belle addition que toutes les entreprises devraient se permettre d'avoir parce que la visibilité qui vient avec ça est quand même complètement
multiplié de façon exponentielle, puis ça amène une valeur qui est immense. Mais la plupart des entreprises osent pas parce qu'ils ont peur du volume de données, mais encore là, c'est d'avoir des gens qui sont capables de le configurer pour cibler des bons trucs. Puis c'est d'ailleurs quelque chose que j'ai fait souvent dans ma carrière, d'aller essayer d'aider ces gens-là à avoir une bonne config Sysmon pour avoir de la valeur ajoutée et non juste du bruit dans ce qui est déjà très bruyant, là. Tout à fait. Puis ça, c'est genre le chose des pauvres, mais en même temps, il est tellement essentiel. Puis c'est le fondement même du fonctionnement d'un EDR, c'est-à-dire c'est de ramasser des signaux et de faire sens. Donc ça en est un. C'est comme le volet sur que ça prend énormément d'efforts de règles ensuite pour détecter les bons éléments puis de faire sens de ce qu'on reçoit. Définitivement. Puis d'y aller en progressant tranquille. Ouais, puis c'est drôle en plus parce que je me suis dit, je pourrais essayer d'offrir un genre de workshop de configuration de Sysmon à travers les années. Le problème, c'est que même si je me disais, je vais essayer de faire un genre de 2 heures, pas quelque chose pour étouffer les gens, je me suis dit, il y a tellement de chemins avec lesquels on peut aller que c'était pratiquement impossible de faire ça en 2 heures. Puis là, je me suis dit, est-ce que je monte un training d'une journée? Puis finalement, j'ai un peu mis ça sur la tablette. Mais écoute, si jamais il y a des gens qui écoutent et qui ont un intérêt, laissez-moi savoir. Je pourrais essayer de peut-être monter ça parce que, comme tu dis, je pense qu'on est tous d'accord que c'est un beau produit. Le problème, c'est que les gens en ont peur parce qu'ils ont peur de se mettre les mains dedans. Mais quelqu'un qui m'a déjà dit, un humain ne devrait jamais écrire du XML, je comprends. Puis les configurations Sysmon sont effectivement XML. C'est pas toujours intuitif, mais il y a quelque chose à faire quand même avec ça, là. Oh, absolument. Puis je l'ai déployé à bien des places. Puis ça m'a sauvé les fesses à bien des égards, parce que ça avait une télémétrie qui était suffisante, ou même en post-incident, retracé, en forensic, ou peu importe comment on veut. On l'a utilisé, ça a bien rattrapé beaucoup. Puis c'est d'y aller petite bouchée. Il y a quelques outils-ish qui existent pour avoir des configs préfaites. Fait que ça peut aider, mais faut pas avoir peur. Puis ma seule tristesse par rapport à ça, c'est depuis le temps, ça devrait être built-in dans Windows. Je comprends même pas pourquoi on doit déployer un outil indépendant pour arriver à ça, là. C'est un bon point, surtout que techniquement, Windows a un peu pris le contrôle de tout ce qui est sysinternal, là. C'est à eux sans l'être, mais encore là, c'est une autre fonctionnalité qui est là. Le problème aussi avec Sysmon, par contre, c'est si on considère que ça fait partie d'un EDR, évidemment, Sysmon installe un driver pour être capable de monitorer tout ça. Par contre, il n'y a aucune protection pour pas se faire désinstaller, désactiver par un attaquant. Donc, peut-être qu'encore là, c'est pas mûr à ce niveau-là. Il faudrait que ça soit intégré dans certains autres contrôles. Par exemple, que Sysmon ait un PPL aussi à lui, que ça soit signé par Microsoft, que ça soit là. C'est peut-être des petites étapes qui sont pas prêtes à franchir pour je ne sais trop quelle raison. Mais oui, définitivement, ça pourrait être quelque chose qui pourrait être built-in, là. Oui, puis c'est bon, bref, mais ça n'a pas remplacé un vrai EDR. C'est aussi ça le point. Non, on est d'accord que l'EDR aussi, c'est l'aspect de déresponsabilisation. Quand tu achètes un EDR, tu achètes aussi une assurance, là. Si jamais il y a un incident, ben, tu peux dire que c'était pas de ta faute, puis c'est l'EDR qui va s'occuper de gérer ça. Puis je pense que c'est aussi un de leurs très gros arguments de vente, là, de déresponsabilisation. Sysmon, ben, c'est toi, si tu fais rien avec, puis tu fais aucun filtrage, tu n'as pas de SIM pour recueillir ces données-là, ben, ça va servir un peu à rien. Puis la réalité, c'est qu'on le voit souvent, là, comme je disais, les attaquants sont pas sophistiqués, ils n'ont pas besoin, la plupart du temps, ils vont rouler des vieux trucs archaïques avec des recettes qui fonctionnent pour eux. Donc, l'EDR sera même pas nécessairement dans l'équation. Tu parlais, par exemple, de faire sauter le EDR. La technique la plus populaire présentement, c'est de trouver soit des drivers vulnérables, donc des drivers qui ont des vulnérabilités qui sont signés par des tierces parties. Donc, l'idée, en fait, c'est que tu charges ton driver vulnérable sur ta cible. Tu utilises ce driver-là pour, en fait, exploiter le driver que tu as toi-même chargé pour avoir de l'exécution de code dans le kernel pour aller après, tout simplement, tuer les processus. Il y a plusieurs façons. Tu peux littéralement, juste au niveau du kernel, demander poliment au EDR de quitter la place. Il y en a qui vont être un peu plus sophistiqués, qui vont garder l'EDR en place pour être sûr que l'EDR dit toujours qui communique avec son hôte et que c'est fonctionnel, mais ils vont aller enlever tout ce qui est les callbacks sur les fonctions qui sont vérifiées. Il y a vraiment plein de choses qui peuvent être faites à ce niveau-là. Il y a aussi
plusieurs drivers qui sont pas nécessairement vulnérables, mais qui exposent des fonctionnalités intéressantes. Celle, évidemment, qu'on va chercher, c'est la possibilité de tuer des processus. Puis ce qui est le fun, c'est que Microsoft a énormément de drivers. Ils ont même j'ai oublié l'URL, là, mais il y a une URL où tu peux downloader à peu près tous les drivers de Microsoft. Donc, si jamais tu cherches de l'information là-dedans, c'est super intéressant. D'ailleurs, shameless plug, là, sur ma plateforme où je fais mes lives, il y a un épisode qui s'en vient dans quelques semaines où, en fait, je vais partir de ça. Donc, l'idée, c'est qu'on va faire de la recherche de fonctionnalités dans des drivers intéressantes. Ce qu'on fait, c'est que chaque logiciel compilé, que ce soit un driver, un exécutable ou une DLL, va avoir un import address table. Cette table-là, en fait, contient toutes les fonctionnalités de Microsoft, des API, soit niveau kernel, qui sont utilisées. Donc, l'idée, c'est qu'on va aller prendre une liste de drivers, on va aller processer cette table-là, puis on va essayer de trouver des noms d'API qui seraient intéressants. Par exemple, genre, tu veux un processus avec les API du kernel Windows. Après ça, comment ça fonctionne les drivers, c'est que tu as ce qu'ils appelle un IOCTL, donc tu peux demander du user mode au driver d'aller faire une activité quelconque à travers un ID. Donc, c'est de suivre le chemin de comment je peux me rendre à la fonctionnalité qui semble intéressante. Par exemple, tu fais un processus au niveau du kernel. Donc, c'est un exercice qui est intéressant aussi, puis je pense que ça permet d'avoir une meilleure compréhension de toute cette chaîne user mode, kernel, driver, puis comment tout ça interagit ensemble. Mais pour faire un peu le parallèle avec les EDR, comprendre Windows, je pense que c'est clé aussi là, dans toute l'évaluation, comprendre les EDR, jouer avec les EDR. C'est sûr que c'est pas aussi facile qu'on voudrait d'avoir accès à des licences de test pour ceux qui ont envie de jouer avec des EDR, mais sachez que MDE, qui est celui de Microsoft, est quand même assez représentatif du marché. C'est relativement facile là, de se faire un tenant de test, peut-être pas aujourd'hui, là, parce que malheureusement Microsoft a des petits problèmes de DNS. Là. C'est toujours les DNS, les problèmes. Ouais, ben de ce temps-ci, le DNS a de la misère dans le monde entier. Là. C'est quoi, il y a quelques jours, c'était Cloudflare, puis aujourd'hui, c'est Microsoft. Il n'y a rien qui marche. Là. Mais ouais, donc se faire un tenant test, puis quand tu as un tenant de test, tu peux déployer MDE, tu as accès à la console. C'est relativement simple à avoir, donc c'est définitivement quelque chose que si les gens ont envie d'essayer, ils peuvent. Puis encore là, c'est de cibler quelle partie tu veux essayer de faire l'évasion, parce qu'il y a plusieurs façons. Personnellement, en entreprise, j'utilise Cobalt Strike, qui est un produit commercial qui vient évidemment avec son lot de problèmes, dans le sens où tu auras une détection par défaut si tu utilises les configurations, parce que c'est évidemment très connu. Donc, tu as plusieurs choses que tu peux travailler. Tu as l'aspect réseau, le loader, donc ce que tu vas déployer sur le système pour avoir ton exécution de code. Puis après ça, ce que tu vas faire en post-exploitation. Donc, ça aussi, il faut adapter notre façon de faire. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais pour les gens plus techniques, pour moi, ce qui marche bien avec Cobalt Strike, c'est l'utilisation des buffs. Donc, c'est des Beacon Object File. En gros, c'est du code C qui est compilé, mais pas linké. Parce qu'en gros, quand on écrit du C, on va le compiler qui va devenir de l'assembleur, puis le linker va rajouter toute la magie pour que l'assembleur soit exécutable à ce standalone exécutable. Donc, ça va rajouter toutes les import tables, toute la magie autour pour que ce code-là soit utilisable. La différence avec un Beacon Object File, c'est que l'agent va s'occuper de faire le linking pour toi. Donc, tu envoies l'objet compilé en mémoire, puis lui va faire tout le mapping pour que le reste fonctionne. Donc, tu n'as rien qui touche sur le disque. Un des gros problèmes qui vient avec Cobalt Strike, c'est le concept de sacrificial process. Ce concept-là a été designé pour rendre l'agent le plus stable possible. Donc, si jamais tu as un crash, au lieu que ce soit ton agent qui crash, ça va être ton sous-agent. Par contre, chaque fois que tu fais une activité comme ça, tu fais ce qu'on appelle du process injection. Donc, évidemment, ça, les EDR sont très bons à détecter ce genre de technique-là parce que ça a une signature très identifiable. Les Beacon Object File, eux, ne font pas d'injection de processus. Le beacon va rouler dans ton propre processus. Donc, évidemment, ça aussi, ça aide pour ce qui est des artefacts qui pourraient être potentiellement détectés. Donc, encore là, comprendre les fonctionnalités de nos outils de Microsoft, des EDR, c'est vraiment une espèce de melting pot qui est très intéressant quand tu te mets à mettre du temps là-dessus, d'où pourquoi je maintiens que je crois que c'est une spécialisation autant que ça va faire du web, des internes de l'Active Directory ou autre, là, parce que c'est très riche et très complexe.
Oui, effectivement, très, très complexe. C'est le endpoint. Puis on oublie le endpoint. On s'attaque plus au cloud ou plus aux applications web. Quoi qu'on est en train de voir un retour sur le poste de travail. Puis probablement par les différents élans qu'on voit qui redécouvrent ce qui existait déjà, ben on est en train de remarquer qu'ils retournent vers cet vecteur d'attaque-là. Pour aller toucher ce genre de choses-là. Les EDR sont-ils capables de se détecter dans certaines mesures qui sont en train de se faire aveugler, notamment si tu vas déhooker les éléments ou tu vas changer des éléments qui lui sont propres? Ouais, ben, encore là, chaque produit est un peu différent, mais oui, il y a énormément d'alertes de tampering. Par exemple, si on regarde les services, la plupart de ces EDR-là vont avoir un service qui est enregistré sur le système. Souvent, le service va avoir une entrée qui va être le Launch Protected, qui va être en fait le PPL associé. Une façon simple de le tuer, si tu peux, c'est de changer cette valeur-là pour le mettre à une valeur où il n'y a pas de PPL. Après ça, ben, vu que cette mesure-là n'est plus là, c'est super facile. Il y a même des EDR qui vont refuser de partir s'il n'y a pas de PPL parce qu'ils se considèrent dans un environnement hostile. Donc, si tu modifies une clé de registre, souvent, maintenant, la plupart des EDR modernes vont être en mesure de le dire. Par contre, pour que l'EDR soit capable de le dire, il doit avoir de la connectivité réseau. C'est là que ça devient intéressant. Pour ceux qui ont fait des tests d'intrusion dans leur vie, vous allez prendre à réaliser que la plupart du temps, quand vous êtes dans des environnements corporatifs, il n'y a pas de firewall sur les systèmes utilisateurs. Ils assument que ça va être fait au niveau d'entreprise. La beauté de ça, en fait, c'est que tu peux, toi, activer le firewall local et choisir ce qui veut sortir ou non. Donc, souvent, ce que je vais faire avant d'aller modifier les services, c'est que je vais tuer l'accès réseau à ces processus-là ou les IP associés à ces produits de sécurité-là. La beauté, c'est que la plupart du temps, ça va être public, donc c'est facile de dire ce processus-là ou ces IP-là bloquent le trafic. Donc, même s'il y aurait une alerte qui sortirait, elle ne va jamais se rendre parce qu'il n'y a pas l'aspect réseau qui va être là. Le pire qui va arriver, c'est que tu vas avoir peut-être un agent qui va montrer qu'il est offline 30-40 minutes le temps que tu fasses tes manipulations, mais c'est quand même raisonnable dans un contexte où peut-être que la machine a simplement été fermée. On n'a pas plus d'informations. Une fois que tu as fait ta manipulation, tu réactives tout comme si de rien n'était, puis après ça continue de parler de l'autre côté. Donc, oui, il y a des solutions, mais c'est quelque chose que je m'amuse à souvent dire. Pour chaque problème, il y a une solution, puis ça marche des deux côtés. Il y a des mesures qui ont été mises en place, puis je pense que le secret moderne, c'est de ralentir l'attaquant le plus possible. Plus le chemin est long, plus le chemin est compliqué, plus il y a place à des potentielles erreurs. C'est-à-dire que l'attaquant va soit taper une mauvaise chose qui va amener une alerte ou quelque chose du genre. Puis c'est là, en fait, que la détection pourrait arriver pour des attaques qui ne sont pas détectées versus un chemin qui est très simple et très efficace. Donc, je pense que ça aussi, c'est la clé. Puis, ce genre de mécanismes-là, comme les PPL, pour permettre au service de ne pas être tué de façon hâtive, ça va aider. Tout ce qui est le concept d'avoir des trucs dans le kernel, tous les autres mécanismes qu'ils peuvent mettre en place. Puis un truc aussi qu'on oublie puis qu'on néglige, c'est l'aspect antivirus de ces EDR-là. La plupart du temps, juste avoir ton binaire sur le système sans être détecté, c'est pas toujours facile. Là. Surtout si je pense à des outils là, que je considère plus des outils de sysadmin, comme par exemple Ping Castle, qui est plus un outil d'audit sysadmin qu'un truc malicieux, mais ça a décidé collectivement qu'on flaguait Ping Castle. Donc, si tu déposes Ping Castle sur un système en tant qu'attaquant, il y a des bonnes chances que tu vas allumer des alertes puis que tu ne pourras même pas le rouler. Donc, ça aussi, c'est quelque chose à considérer. Il y a l'aspect réseau aussi. Par exemple, comment on approche les choses. Énumération d'utilisateurs dans un domaine, par exemple, la plupart du temps, ça va être des requêtes LDAP. C'est là, ça a toujours été comme ça. Mais on oublie qu'il y a plusieurs autres façons. Encore là, Microsoft, sa force et sa faiblesse, c'est d'être riche en fonctionnalités. Donc, tu as d'autres services par-dessus RPC, comme tu peux faire du WMI à distance pour énumérer les utilisateurs d'un domaine. Donc, encore là, si c'est du monitoring LDAP, WMI ne va rien voir. Il y a des net API de Windows qui passent à travers RPC aussi, qui sont designés pour faire ça. Donc, même résultat, protocole complètement différent. Puis, on revient au jeu du chat et la souris. Ces protocoles-là ne sont pas assez utilisés par les attaquants pour être détectés, donc il n'y a pas de détection. Un autre exemple simple,
dans le temps, on avait des trucs comme PSExec qui étaient super populaires, ce genre d'outil-là. En gros, tu poussais un binaire, tu enregistrais un service, puis le service roulait ton binaire qui te permettait de faire de l'exécution de code à distance. Je me rappelle plus du contexte, mais un jour, je me suis mis à regarder un peu ça, puis j'ai eu une épiphanie. Je me suis dit, pourquoi j'ai besoin de créer un service sur l'autre système et de mettre un binaire quand tout ce que je peux faire, c'est modifier un service? Parce qu'en gros, un service, il va avoir ce qu'on appelle le service path, là, qui va dire comment tu démarres le service. Fait que j'ai développé un outil que tout ce qu'il faisait, il modifiait le bin path. Donc, il mettait la commande là, il repartait le service, puis après ça, il revenait. La différence, c'est que tu en as un qui était détecté parce que les produits de sécurité regardaient pour la création d'un service et non la modification d'un service. Donc, cette petite nuance-là, passer d'une détection à une absence de détection, puis justement, il y avait une des compagnies qui avait écrit un article là-dessus que quand ils ont vu l'outil, ils se sont rendus compte que c'est le genre d'événement qui n'avait pas de visibilité, puis là, ils se sont mis à implémenter un parser pour tout ce qui était la modification de service, tout ça, puis d'avoir une détection pour ça. Mais des fois, c'est ça, c'est de réaliser aussi qu'une technique existe, puis que de modifier à quelques petites choses près, ça va faire toute une différence. Comme Ping Castle, j'ai montré en live comment changer les requêtes LDAP, donc faire de l'obfuscation LDAP real-time dans l'outil. Donc, tu rajoutes une classe qui te permet de faire du LDAP obfuscation, tu modifies rien du tout, tu fais juste rajouter ta ligne dans la fonctionnalité LDAP de l'outil qui dit, ben maintenant, à chaque fois que tu vas faire une requête LDAP, passe dans mon obfuscator, puis là, tu passes d'un outil qui a de la détection à pas de détection, puis encore là, pourquoi Ping Castle est détecté? Assumons qu'il n'est pas détecté sur disque. Il y a l'aspect réseau. Déjà, Ping Castle, par défaut, va faire des requêtes pour essayer de voir si tu peux faire un zone transfer. Un zone transfer, c'est demander au DNS de donner toutes ses entrées DNS. Dans un domaine Windows, ça peut être super intéressant pour découvrir plein de choses, là, dont des hosts qui ne sont pas listés nulle part. Mais c'est rarement quelque chose qui va être très payant parce que c'est très rare que le zone transfer va être activé par défaut, sauf que ça va amener une alerte parce que c'est l'option AXFR là, de souvenir du DNS. Bref, la plupart des EDR vont avoir une alerte pour ça. Donc, première chose que tu peux faire, c'est modifier Ping Castle pour enlever ça. Deuxième chose aussi que Ping Castle va faire par défaut, c'est des requêtes pour aller voir tout ce qui est les SPN accounts, donc les comptes qui sont Service Principal Name. Ces comptes-là sont spéciaux parce que tu peux demander un ticket Kerberos que tu peux recevoir. Le ticket Kerberos va être chiffré avec le mot de passe associé au compte. Donc, évidemment, en tant qu'attaquant, on peut essayer de déchiffrer ça. De notre côté, la robustesse de tout ça est égale au mot de passe qui est associé au compte. Là. Mais encore là, c'est pas quelque chose que tu veux faire par défaut. Donc, désactiver ces deux fonctionnalités-là, déjà, tu vas réduire énormément le nombre de potentielles alertes que tu vas avoir avec un outil comme Ping Castle. Si tu rajoutes un peu de LDAP Magic pour cacher un petit peu les requêtes LDAP et qu'il n'y ait pas les patterns traditionnels, généralement, encore là, tu passes d'un outil qui est détecté à plus détecté en prenant peut-être 2 heures de ta journée pour le modifier. Là. Puis ça revient à ce que j'ai dit souvent, comprendre l'outil, comprendre comment il fonctionne, c'est la clé. Oui, absolument. Puis jusqu'à présent, les méthodes de contournement sont aussi simples que de comprendre qu'est-ce que l'outil regarde, donc où l'œil de Sauron se situe, exact. Puis de passer à côté. Puis l'œil de Sauron voit rien. Puis il fait juste comme circuler, paf, c'est fini. C'est fini, il n'y a plus ça. Puis ça n'a même pas besoin d'aller jusqu'à dehooker, par exemple. Je parlais précédemment, je posais la question. C'est peut-être même pas nécessaire juste parce que si tu modifies, comme tu dis dans le cas de Ping Castle, tu modifies la dite requête, c'est fini, il ne voit plus rien, jusqu'à temps qu'il intègre la nouvelle requête qui est utilisée. Puis encore, c'est cette chasse perpétuelle de retrouver c'est quoi la nouvelle requête, les choses. Puis des fois, ils vont abandonner des vieilles requêtes, puis là, ça redevient à la mode. Exact. Ouais, ben, c'est un cycle. Hein. C'est définitivement un cycle. Puis pour faire suite à ce que tu dis, souvent, c'est ça. Là, c'est de comprendre les outils, de comprendre comment ils fonctionnent, puis de se poser la question en tant que testeur aussi. Un exemple que je donne souvent, prends tout le monde qui a fait du test, qui va écouter ça, on prend utiliser l'outil Secret DOM dans Impacket. Ça permet à distance d'aller chercher les hashes locales. Donc évidemment, si tu fais ça sur un contrôleur de domaine, tu es capable d'aller extraire littéralement tous les comptes utilisateurs. La question que je demande toujours, c'est comment cet outil-là fonctionne.
Et surprenamment, la plupart des gens en ont pas la moindre idée. Mais dans les faits, tout ce que ça fait, c'est que ça utilise RPC, qui est Remote Procedure Call, qui est built-in dans Windows. Ça va utiliser le RP, qui est le Remote Registry Protocol. Donc, en gros, c'est un protocole over RPC qui permet d'aller chercher les clés de registre à distance. Puis, en gros, tu vas lire les clés de registre clés comme on faisait en 1996 avec le bon vieux SAM System à peu de choses près. En fait, c'est juste qu'on le fait à distance avec des fonctionnalités RPC. Donc, sachant ça, si tu sais que la solution de sécurité a une bonne visibilité sur les clés de registre, sur qu'est-ce qui est accédé, déjà, tu sais que ça va pas nécessairement passer. Puis c'est aussi étrangement une méthode d'évasion qui fonctionne bien. Si tu veux aller avoir accès au SAM système sur un système, au lieu de le faire directement, prends ton accès puis refais-le à distance avec Secret DOM. Tu vas juste le demander sur ton propre système à distance, mais vu que tu n'as pas le binaire qui roule sur le système, là, tout d'un coup, il y a moins de détection parce qu'il n'y a pas nécessairement de détection au niveau RPC pour ce genre de truc-là. Même concept, même résultat, approche complètement différente. Il y en a un qui roule un binaire local, l'autre qui utilise un des services de Microsoft. Il y en a beaucoup, comme tu disais, des services de Microsoft qui permettent à peu près tout et n'importe quoi. Très grande souplesse. C'est une de ses forces, puis pourquoi c'est aussi déployé que ça maintenant, parce que ça facilite la vie des administrateurs, des opérateurs, mais en même temps, ça facilite le travail des attaquants aussi, parce qu'on a une trousse à outils quasi infinie pour réussir à casser ça. Puis j'aime bien l'exemple que tu as nommé, parce que la SAM est dans la base de registre. Puis ça, il faut que tu saches que, c'est pas juste un fichier sur le lecteur. Fait que si tu essaies de toucher au fichier, tu vas te brûler parce que tu vas te détecter tout de suite. Mais si tu laisses les process standards y accéder, paf, ils te le servent, puis ça même, ils disent merci au passage. Non, exact, c'est ça. Puis c'est vraiment, ça revient à ce qu'on disait, c'est plus juste du piratage. Puis je trouve que la nouvelle génération, puis encore là, c'est mon point de vue, je trouve qu'elle saute rapidement à l'aspect hacking avant de comprendre. Je pense que tu arrives à un certain point, si tu veux évoluer ou comprendre le code, le fonctionnement de l'OS, la réseautique, ça devient plus important que le hacking parce qu'avoir une bonne compréhension de ça va rendre le reste beaucoup plus facile sur le long terme. Mais la plupart des gens que je rencontre, puis si tu veux justement en ce moment, en processus d'embauche, c'est ça qu'on voit, là, ça va nous parler des techniques. J'ai fait mon OSCP, j'ai utilisé ça. Mais quand tu essaies de comprendre le fond des choses, ça devient un peu plus compliqué. Puis ça affecte un peu les résultats, je trouve, parce que quand tu arrives dans un contexte où il y a une virgule de différente, tu es capable d'adapter le tools pour aller corriger cette virgule-là, là, tu passes à ça marche pas, ça fonctionne tout d'un coup. Donc ça, je pense que c'est important. Puis personnellement, je trouve que avoir des capacités de développement, pas besoin d'être un expert full stack, là, mais je pense que ça aide énormément beaucoup déjà pour l'évasion, parce qu'on parlait aussi de l'aspect statique, d'être capable de mettre ton exécutable sur le système distant, c'est vraiment quelque chose c'est step one. Tu peux, oui, utiliser des outils publics ou commerciaux, mais éventuellement, plus que de gens utilisent ces outils-là, plus qu'il y a de chances qu'il y ait des alertes qui viennent avec parce que il y a aussi les attaquants malicieux qui vont commencer à utiliser ça. L'exemple parfait, Cobalt Strike, il y avait un moment où c'était un gros problème et il y avait énormément de gens qui avaient des licences volées, qui roulaient des Cobalt Strike, qui servaient de ça pour faire des vraies attaques. Donc là, tu avais des vrais attaquants qui payaient même pas le produit, qui étaient capables d'aller compromettre des entreprises à travers ça. Donc, étrangement, il y a eu un super gros effort de détection sur Cobalt Strike à ce moment-là parce que ça pose un risque pour les entreprises. Encore là, le bon vieux jeu du chat et de la souris. Donc, je pense qu'être capable de développer tes propres outils, puis si je peux me permettre aussi juste une petite parenthèse là, sur les C2 modernes, je pense que l'industrie aussi essaye de trop compliquer les choses. Je pense à des techniques comme du stack spoofing. Là. Je n'irai pas dans les détails, mais en gros, c'est d'être capable de mentir au hook sur ce qui est passé en argument à une fonction, un syscall. C'est super intéressant d'un point de vue technique, mais c'est super complexe à bien implémenter. Le problème, c'est que si tu mets ça dans ton code qu'il soit malicieux ou pas, ils vont juste détecter la structure du code pour faire du stack spoofing. Donc, le résultat est que ton binaire est aussi détecté. Puis les gens me demandent tout le temps, mais moi, j'utilise quoi? Puis ma réponse est vraiment simple, j'utilise .NET. Je suis un très gros fan de .NET pour ce qui est
du développement malicieux parce que tu as le framework qui vient rajouter une couche d'abstraction sur ce que j'ai moi-même développé. Donc, mon stack spoofing, en fait, c'est .NET tout simplement. Puis il y avait une mode il y a quelques années avec le NIM, là, qui est un langage qui finit par te générer du C compilé, mais qui rajoute toute l'abstraction du framework. C'est une catastrophe là, d'un point de vue code, mais c'est exactement ça que tu veux quand tu fais du malware. Tu veux avoir le code le plus unique avec le moins de signatures possible, puis de passer de quelque chose de simple à quelque chose d'extrêmement complexe, c'est beaucoup plus dur à détecter. Donc, tout ça ensemble, ça devient vraiment important. Puis le parallèle avec les C2, c'est que il faut comprendre que des outils comme Cobalt Strike, le grand-père, c'était Metasploit. La personne qui a fait Cobalt Strike, c'est celui qui avait fait Armitage, qui était l'espèce d'interface graphique qui venait avec Metasploit. Il a décidé de partir de son côté, mais l'agent est basé sur le Meterpreter qui était l'agent de Metasploit. Metasploit, c'était un framework d'exploitation. Puis je pense que les gens ont tendance à oublier que quand on est dans un exercice de Red Team, on n'est pas dans un contexte d'exploitation, mais d'exécution. Notre but, c'est d'exécuter sur la machine. Dans le temps, ils utilisaient du concept de shellcode parce que quand tu es dans un exploit, tu es en mémoire, tu veux rouler ton shellcode qui est ton petit bout de code qui te permet d'aller déployer quelque chose de plus grand. Dans un contexte de C2, tu n'as pas ce besoin-là. Parce que tu vas rouler un exécutable, tu vas faire un phishing, peu importe, tu vas trouver une façon de te rendre là sans avoir à vivre en mémoire. Puis si tu enlèves le shellcode de l'équation, d'un point de vue détection, tu réduis énormément la capacité de détection juste parce que tu n'as pas ça. Puis je l'ai fait dans mes formations, je l'ai fait moi-même dans un contexte professionnel. J'ai écrit un agent en C# qui n'a aucun shellcode, la quantité de détections qui sont pas là, c'est hallucinant, juste parce que le pattern ne ressemble pas à ce qu'on voit. Puis un autre truc que j'ai dit souvent, ne soyez pas trendy quand vous faites du malware, parce que si vous suivez les trends, tout le monde va les détecter. Mon agent n'a pas de stack spoofing, n'a pas de trucs super exotiques comme ça parce qu'il n'y a pas de besoin. Ça fait 6-7 ans que j'utilise ça dans des mandats quotidiennement, puis il n'y a toujours à peu près pas de détection. Puis c'est pas parce que ça n'a jamais été vu par les EDR, c'est juste la simplicité puis la différence d'approche fait que ça va jouer en ma faveur. Puis c'est ça aussi, comme tu disais, de pas nécessairement patcher ou quoi que ce soit, juste d'utiliser une approche différente, ça va fonctionner souvent. Oui, c'est très étonnant ça à quel point les stratégies de base fonctionnent très bien. On a ça regardé, j'ai plusieurs, puis celle-là, j'étais un peu choqué parce que je m'en allais le découvrir, puis finalement, j'avais abandonné. Les versions de Teams qui avaient lieu dans le confinement stockaient localement la cache de tout. Donc, toutes les données étaient accessibles sur le poste et facilement. Donc, pour un info stylo, c'est très, très attrayant comme approche. Puis là, ça a été corrigé depuis. Puis on a retrouvé un nouveau bug plus récemment. Mais bref, ça a été récemment découvert. Juste aller avoir regardé dans le package de base, puis la cache de Teams, par exemple, c'est un trésor d'informations sur l'organisation. Et pour un info stylo, c'est juste une mine d'or. Et c'est simple. Exact. Ça n'a pas été implanté. Puis l'autre problème aussi, c'est que c'est des processus qui sont pas regardés par les EDR parce qu'ils sont pas considérés comme étant clés. Si on parle de LSAS, par exemple, qui était le processus Microsoft Windows où Mimikatz allait chercher toute l'information, évidemment, c'est devenu un problème, il a été sécurisé, mais on parle au browser, on pense à même Word avait le même problème là, avec tout ce qui est le sync avec SharePoint, ces trucs-là aussi, là, que tu peux aller chercher les jetons au hot là-dedans pour aller t'authentifier. C'est pas des processus qu'on considère valuable. Puis eux, certains efforts comme Chrome, par exemple, ont changé la façon que les cookies sont chiffrés un peu. Donc maintenant, tu n'es plus capable d'aller chercher facilement la clé de déchiffrement. Le problème, c'est que ça a pris, je pense, 24 heures avant que quelqu'un sorte la preuve de concept pour arriver au même point qu'on était. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de bonne solution. Il faut que le browser, à un certain point, soit capable de déchiffrer les cookies pour lui-même les utiliser. Donc, il y a un chemin. Ce qu'ils ont fait, en fait, c'est qu'il y a un objet COM qui est exposé par le browser, qui roule dans un contexte privilégié, mais un contexte non privilégié, l'utilisateur peut demander au COM object d'aller faire la magie. Donc, tu arrives au même point. Ils ont encore là rendu le chemin un peu plus difficile pour ceux qui n'ont pas fait la recherche, mais la personne qui a décidé de faire la recherche, ça a pris 2 secondes, c'était réglé. Puis c'est ça un peu que souvent les gens ont tendance à oublier, là, c'est qu'il y a des gens qui sont plus motivés que d'autres qui vont trouver comment contourner ce qui a été fait. Et puis encore là, je pense qu'on a une mauvaise perception qu'on assume que les grandes entreprises, puis là,
dans l'équation ici, j'assume que Google sont toujours les meilleurs en sécurité. Il y a des génies partout. Il y a des génies qui sont pas nécessairement engagés par ces grosses compagnies-là. Puis la preuve, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un nouveau truc qui sort, c'est brisé dans les 24 heures. Je me rappelle, écoute, j'étais jeune, là, Céline Dion, elle avait sorti un album. Il y avait un nouveau type d'anti-piracy jamais vu. C'était le Bleeding Edge Technology. Là, c'était début 2000. Puis je pense que ça a pris 2 jours avant que quelqu'un le brise. Mais encore là, il y a des gens brillants de tous les côtés. Il y a des gens qui sont moins verbeux sur leur connaissance, qui vont juste se mettre à taper sur leur ordinateur des choses pour arriver à quelque chose. Puis souvent, je pense qu'il y en a qui voient juste le plaisir de comprendre la technologie. Puis souvent, en la comprenant, tu finis par la briser. D'où un peu, encore là, ce que je réitère, comprendre Windows, Microsoft, les fonctionnalités, ça va être payant parce que plus que tu comprends Windows, plus que tu vas voir les chemins apparaître devant toi. Parce que tu vas avoir une bonne compréhension de l'OS. Puis je pense que c'est encore un autre exemple parfait de où ce genre d'approche-là, payé autant avec Céline Dion qu'avec les browsers, que tous les nouveaux features qui sont déployés pour prévenir des vecteurs d'attaque qui finalement ne changent rien à la fin de la journée. Parce que comme tu dis, quand le SaaS a été protégé, j'ai fait parfait, moi je n'irai plus toucher à ça, je vais aller voir le browser parce qu'évidemment, les employés vont juste enregistrer leurs identifiants partout. Puis le problème maintenant, tout est un SaaS, là, Software as a Service, fait qu'ils passent leur temps à faire du SSO dans leur browser avec leur compte Active Directory qui est l'équivalent de ce qui serait dans l'LSAS. Donc, à la place, je vais aller voir un autre processus où cette information-là est là, puis personne ne va s'en plaindre. Donc, Tu vas aller ramasser les cookies, puis tu vas tout casser. Puis, un peu ce que tu mentionnes, puis c'est un des énormes problèmes qu'il y a à résoudre ces vulnérabilités-là, si on veut s'appeler comme ça, c'est que généralement, ils cachent la clé à côté du cadenas. Ben, en fait, c'est comme... Ouais. Puis ils n'ont pas le choix parce que comment tu veux que tu parlais des cookies dans Chrome, le chemin est plus difficile. Exact. Mais s'ils chiffrent, il faut qu'ils le déchiffrent d'une façon pour opérer. Fait qu'ils sont obligés de cacher la clé quelque part. Puis souvent, c'est en dessous du tapis de la porte d'entrée. Tu lèves le tapis, tu trouves la clé, puis tu déverrouilles la porte. Là. On est d'accord. Donc, mais encore là, tout ça, c'était pour ralentir les attaquants. Parce que si tu es quelqu'un qui n'est pas sophistiqué, en fait, tu n'en as aucune idée. Puis je pense que c'est là que ça a une certaine valeur. Le problème, c'est que par design, puis si on regarde même, il y a souvent des gens qui vont rapporter des vulnérabilités à Microsoft, que Microsoft va dire on ne considère pas ça comme une vulnérabilité parce qu'on considère qu'à ce moment-là, le système est déjà compromis si tu as besoin de mettre un exécutable à un tel endroit pour faire telle chose. Souvent, ça va être des escalations de privilèges qui vont être considérées comme pas des vulnérabilités parce que dans la chaîne, ça considère que tu as accès au poste. Puis je pense que un des problèmes avec les systèmes d'opération modernes, c'est qu'il va y avoir un certain trust que le système ne sera pas compromis. Donc ça, je pense que ça amène le problème où la fois que c'est compromis, il y a plusieurs barrières qui tombent. Là. Puis un peu comme tu dis, ce serait quoi la solution? Parce que on est dans un dilemme beaucoup plus large là, ici, c'est l'utilisateur, l'expérience utilisateur, puis on a tendance à oublier que j'invente un chiffre ici, là, 90% des utilisateurs sont probablement pas techniques, si c'est pas plus. Là. J'ai remarqué que les gens cyber, on a tendance à assumer que les gens normaux là, ont nos connaissances, mais c'est pas le cas. Puis tu sais, on parle du alert fatigue, là, qui est un truc qui marche bien. Fait qu'en gros, quand tu as des push notifications, les attaquants font juste te demander jusqu'à temps que tu te tannes puis tu te dises oui. Quand tu y penses, c'est un peu débile comme attaque, là. Mais ça fonctionne parce que les gens, à un moment donné, sont juste tannés, font comme pourquoi j'arrête pas d'avoir ça, mais ils font pas le lien que c'est peut-être quelqu'un qui essaie de m'attaquer. Donc, par exemple, imaginons que dans le cas des clés, si c'était dans un key ring, que tu avais de l'authentification, fait qu'à chaque fois ton PC fait quelque chose, il y a une authentification avec une clé unique à chaque fois, les gens seraient tannés puis ils finiraient par demander de désactiver ça. Donc, tu as toujours le problème de faut que ça soit fonctionnel et accessible pour le commun des mortels, mais secure en même temps. Puis généralement, ça va pas super bien ensemble. Puis parallèle avec ça, ça fait des années que je fais du test, puis il y a un truc qui n'a pas progressé, c'est la segmentation réseau.
depuis 15 ans, moi, je trouve qu'il n'y a rien qui a bougé. Puis c'est, à mon avis, exactement pour cette raison-là. C'est que c'est très difficile à implémenter puis de ne pas frustrer tes administrateurs réseau. C'est pour ça qu'il n'y a rien qui fait. La plupart des entreprises, c'est toutes des flat networks. Puis c'est pas les technologies qui manquent. Là. On en a plein de technologies niveau réseau pour pas faire des networks flat. C'est juste que la charge de travail supplémentaire que ça ajoute versus ce que ça donne d'un point de vue sécurité, je pense que c'est pas là encore. Puis c'est la même chose un peu qui se passe avec ces fonctionnalités-là. C'est super intéressant sur papier pour les gens techniques. À rigueur, ça va être intéressant de comprendre comment on peut contourner, mais pour le commun des mortels, ça change littéralement rien dans leur vie. Puis, tu sais, le bon vieux, arrêter de dire aux gens de mettre leur mot de passe dans un carrier en papier puis de les écrire. Dans les faits, si tu veux pas de password manager ou rien de ça, mets-les dans ton carnet en papier. Il y a personne qui va venir voler chez toi ton carnet pour aller compromettre ton Gmail. On a tendance à encore là romancer puis à amener des solutions beaucoup trop compliquées. Utilise un YubiKey. Les personnes pas techniques, ça leur parle pas. Ils n'ont pas envie de configurer le YubiKey. Ces technologies-là sont pas accessibles pour la plupart des gens non techniques. Fait que la réalité, c'est qu'il faut garder ça simple pour le commun des mortels. Puis c'est un peu ça aussi. Les EDR, c'est devenu tellement compliqué que ça finit par aussi un peu perdre sa valeur à un certain point. Et si on regarde juste historiquement, un des premiers qui est arrivé dans le marché avec ça, c'était FireEye dans le temps, qui avait des sandbox. Donc, la sandbox était inline. Tu avais ton réseau, la sandbox, puis les endpoints. Évidemment, ce qui est né de ça, c'était le sandbox evasion. Donc, on mettait des payloads qui regardaient si on roulait dans la sandbox ou pas. En fonction de ça, on avait un comportement différent. Donc, quand ça arrivait sur le poste, une fois que tu avais eu le blessing de la sandbox, tout le monde était content. Donc ça, ils se sont rendus compte que là, l'évasion de sandbox, c'est un problème. Donc on a dit, on n'a pas le choix, il faut bouger l'EDR sur la destination. Sauf que là, tu as un autre problème. Si tu as trop de hooks, si tu as trop de trucs qui roulent en background, les systèmes sont plus opérables. Il y a tout le temps la bonne vieille joke là, avec McAfee et Norton que tout ce que ça fait, c'est ralentir ton ordinateur. Peut-être parce qu'ils ont essayé d'en mettre trop. Puis justement, c'est plus utilisable, donc les gens vont avoir tendance à finir par enlever ces outils-là parce que c'est trop lent. Donc, c'est compliqué là, de trouver une balance entre être sécure et être fonctionnel. Puis, on a de plus en plus de demandes d'un point de vue sécurité. La cyber, de façon générale, émet un paquet de recommandations qui ne sont pas toujours réalistes non plus, je pense, à travers ça. Là. On s'attend que certaines compagnies fassent des miracles, mais qui rendent leur entreprise complètement non fonctionnelle. Puis je pense qu'en tant qu'expert cyber, il faut aussi être conscient de ça, que les recommandations qu'on fait de comprendre avec le client que c'est pas toujours réaliste puis que l'acceptation du risque, c'est correct aussi, mais il y a des façons de faire un minimum. Puis ça revient à ce qu'on disait. Je pense qu'en 2025, c'est essentiel d'avoir un EDR au minimum parce que ça va au moins stopper les trucs triviaux qui pourraient quand même mettre ton entreprise à terre. Ça ne stoppera pas un state-sponsored attack, mais c'est déjà ça. Après ça, d'avoir au moins une personne qui regarde les logs du EDR, parce que c'est une chose que ça bloque, mais des fois, tu peux avoir des alertes, puis tu te rends compte qu'en là, sur plusieurs postes, peut-être qu'il y a certaines parties qui n'ont pas été bloquées. Donc, au moins une fois par jour, là, même si c'est une petite équipe, là, le matin, là, tu regardes, j'ai-tu plein d'alertes similaires sur plusieurs postes? Il y a peut-être quelque chose qui se passe. C'est sûr qu'idéalement, tu vas avoir plus qu'une personne puis que ça soit en continu, mais mettons, là, si tu pars de rien, là, une personne qui regarde les logs au moins une fois par jour. Idéalement, je te dirais 3, là, matin, midi, soir. Là. Mais juste ça va faire une différence parce que moi, tu vas être capable d'être réactif s'il y a quelque chose. Tu es déjà au courant parce qu'il y a des statistiques qui sortent à chaque année que les entreprises, ça leur prend 6 mois avant de se rendre compte qu'ils sont compromis. Puis ce chiffre-là n'a pas beaucoup évolué à travers le temps. Là. La réponse n'est pas beaucoup plus rapide qu'elle était malgré tous ces outils-là. Donc, encore là, je pense qu'il y a une question de comment les entreprises s'outillent, comment ils utilisent les outils qu'ils ont. Puis je pense que c'est ça notre mission des prochaines années, c'est de rendre ça simple et accessible pour que ça ait une vraie valeur. Parce que j'en ai vu là, des cas de réponse d'incident où tout était là. Tout était dans la console de l'EDR. L'incident au complet était là. Juste en regardant les alertes, je pouvais te raconter l'histoire. Sauf qu'il n'y a jamais personne qui l'a regardé. Fait que oui, l'attaquant créait des alertes, mais il y a certains petits trucs qui n'étaient pas bloqués, qui ont permis d'avancer tranquillement. Puis finalement, il a réussi à compromettre l'environnement. Donc, la réalité aussi, c'est ça, c'est contourner des EDR. Des fois, c'est même pas besoin de les faire. Puis, juste une petite parenthèse là-dessus aussi, pas toujours croire les EDR. Puis c'est là que le threat hunting est intéressant
intéressant. Puis un cas vraiment intéressant avec Microsoft Defender Enterprise MDE, tu as le module MDI qui est Microsoft Defender Identity. Si tu fais une attaque Secret DOM qu'on a parlé tantôt, tu essaies d'aller domper des utilisateurs sur un contrôleur de domaine, ça va allumer dans la console MDE. Ça va dire il y a eu une tentative de, puis ça va te dire que ça a été bloqué. Je ne sais pas pourquoi ça dit que c'est bloqué, mais c'est pas bloqué. Donc là, ça devient super intéressant. Puis à chaque fois que je fais l'exercice avec des clients, je leur dis parfait, ça a été bloqué. Est-ce que tu peux me trouver le trafic réseau qui confirme que ça a été bloqué? Premier problème, souvent, ils n'ont aucun trafic réseau pour essayer de travailler avec. Donc, ils n'ont aucune façon d'en fait valider que l'EDR, ce qu'il dit, est vraiment pertinent. Puis moi, ce que je fais, c'est que je leur explique, par exemple, que j'ai accédé au Kirby TGT, qui est l'espèce de compte premium dans ton AD. Donc, je leur dis, moi, j'ai le hash de ce compte-là, même si MDE dit que ça a été bloqué. Donc, tu fais quoi? Toi, tu dis, bon, parfait, MDE fait son travail, l'attaquant n'a pas réussi à avoir ce qu'il y avait, fait que let's move on with her life. Là. Mais la réalité, c'est que c'est pas ça. Puis c'est aussi cette partie-là de threat hunting puis de visibilité qui est important. La visibilité réseau, de mon point de vue, en 2025, c'est ce qui manque le plus aux clients. C'est ce qui permettrait de bonifier toutes les autres solutions, mais la réalité, c'est qu'à peu près tous les clients n'ont pas ça, puis c'est là la clé du succès. Notamment sur ce genre de choses-là. Ça fait un bon tour de la question. Y a-t-il des points que tu n'as pas abordés que tu aimerais aborder avant qu'on conclue? Il y en a plein, en fait. Là. C'est sûr que, puis encore là... On reprendra une deuxième fois, là, il n'y a pas de souci. C'est ça, on peut aller aussi plus dans l'aspect technique de comment... personnellement, je vais monter mon évasion, là. Encore là, en ciblant chacune des parties que j'ai décrites au début. Mais j'essaie de garder ça quand même au niveau. Mais s'il y a un intérêt, n'hésitez pas à communiquer avec Nicolas puis lui dire que vous aimeriez ça, voir un épisode un peu plus technique sur ça. C'est sûr que sans images, ça va être un petit peu plus intéressant là, de parler d'évasion d'EDR là, parce que la beauté du podcast, on n'a pas de visuel, on a juste de l'audio. Mais écoute, ça peut être un bel exercice pour tout le monde. Là. Mais oui, définitivement, être curieux, en vrai, c'est ça qui m'a amené où je suis maintenant. Puis soyez curieux autant avec les EDR, puis traitez ça comme une sous-catégorie de pentester parce que c'est un art en soi. Puis je pense que c'est vraiment ça. Là, prenez du temps, comprenez les produits, n'ayez pas peur de faire du reverse dans Windows, de regarder les DLL, de comprendre comment ça fonctionne, de maîtriser l'OS avant de le briser. Je pense que sur le long terme, ça va définitivement payer puis ça va devenir meilleur à la détection, à écrire du malware efficace. Puis du côté de détection, n'ayez pas peur d'aller vous asseoir avec des gens qui sont plus du côté offensif. Ils sont habitués de faire ces attaques-là, sont habitués de savoir le genre d'artefacts qu'ils laissent, puis ça amène souvent des conversations très enrichissantes. Puis je pense que même d'ailleurs, conférences, événements, je trouve que ce genre d'événements-là manque beaucoup, là, la synergie entre le blue and red. Là. Je trouve que ces gens-là, ça ne se scie pas assez souvent ensemble pour essayer de comprendre comment chacun pense. Je pense que d'avoir la chance de s'asseoir avec des attaquants, c'est extrêmement intéressant pour le Blue Team. Des fois, pour les attaquants aussi, comprendre le mindset du Blue Team, ça peut les rendre encore plus efficaces comme attaquants. Donc, encore là, la collaboration entre les différentes sphères, je pense que définitivement, ça va apporter de la valeur des deux côtés, définitivement. Absolument. Merci énormément pour ce partage. On va assurément revenir sur ce sujet-là parce que je pense qu'il va y avoir de l'intérêt pour qu'on descende un peu plus creux que qu'est-ce qu'on a eu le temps de faire aujourd'hui. Puis, merci encore une fois. Merci à toi.